Mesdames et messieurs, chers collègues, nous reprenons séance et avec ce programme un tout petit peu décalé, mais qui va nous permettre de garder un temps suffisant de discussion et de débat à la fin de cette matinée. J'ai tout de suite beaucoup de plaisir à donner la parole à Yann Le Foulgoc, doctorant contractuel à l'Université de Strasbourg, IRSM, avec ce titre qui indéniablement nous interroge avec son point d'interrogation, périlleuse solidarité. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, remercier les organisateurs de ce colloque qui nous réunit aujourd'hui, malgré les circonstances, et qui vient agréablement conclure un cycle de conférences qui ont pu, à l'occasion de ces années de centenaire de la Grande Guerre, contribuer à éclairer une période si tragique, mais par ailleurs si déterminante dans la construction, ou peut-être faut-il dire dans la reconstruction du droit public français. Et je songe bien sûr particulièrement au droit public financier. Alors, au travers de l'étude un peu générale de la réparation des dommages de guerre dans leur ensemble, et l'on sait qu'initialement, dans le discours politique et le discours doctrinal, les causes de dommages étaient souvent confondues, je vais pouvoir explorer les soubassements politiques de l'étonnante mutation d'une faculté de charité à un devoir de solidarité envers les sinistrés de la guerre. Alors, il faut tout d'abord éclairer un point obscur, celui de l'intitulé même de ma communication, cette périlleuse solidarité, car en vérité, si solidarité il y eut, à la fois comme instrument juridique et comme argument politique, dans les deux cas, elle a paru comme une notion incertaine, porteuse d'espoir, mais également grosse de menaces, tant sur le plan des idées politiques que sur le plan de la rigueur des constructions juridiques. L'idée est aujourd'hui, compte tenu des contraintes de l'oralité, de présenter les grandes orientations du débat sur l'existence même, principielle, d'un droit à obtenir, en l'opposant à l'État, réparation des dommages subis du fait de la guerre, propos ici limités aux dommages matériels, et dans le cadre de l'élaboration de la loi du 17 avril 1919, notre charte des sinistrés. Ceux qui seront intéressés par le détail des choses pourront se référer à la version écrite de ma communication d'ores et déjà disponible. Alors je confirme également immédiatement que je ne traiterai pas oralement des questions se rattachant directement au solidarisme, notamment de Léon Bourgeois. Alors initialement, c'était dans le dessein de ne pas empiéter sur la contribution de Madame Caroline Tixier, mais je crois qu'elle ne sera peut-être pas là. En tout cas, elle sera lue, donc voilà, en tout cas très bien. Donc je bien fait de ne pas de m'abstenir. Qui devrait intervenir après moi. En tout cas, on devrait lire sa contribution. Un mot, un seul, ce solidarisme radical, au sens du parti radical, bien entendu, est très probablement l'explication politique la plus immédiate du basculement politico-juridique auquel nous allons assister et constitue également la dernière expression d'une dimension périlleuse du solidarisme cette fois, tel qu'il sera dénoncé dans une langue parfois folklorique par la relecture marxiste des événements lors des années 70. Je vous renverrai sur ces points à mon écrit. Alors, nous allons ici nous replacer dans le contexte intellectuel du début de la guerre. Louis Marin, député de Meurthe-et-Moselle, avait au cours de la législature précédente, la 10e, déposé une proposition de loi tendant à réglementer la réparation des dommages causés par les faits de guerre. Il s'agissait plus clairement de légiférer en faveur d'une telle réparation. Louis Marin, d'ailleurs plus tard reconnu par Gaston Gèze comme le véritable initiateur du mouvement pour une réparation intégrale, se fondait pour asseoir sa proposition sur l'existence d'une réglementation internationale de la guerre et sur un mouvement interne de reflux de l'irresponsabilité de l'État. Il dégage alors d'un principe de solidarité nationale et fondé sur l'égalité devant les charges publiques, tout autant que sur une théorie du risque social, l'obligation pour le budget de l'État d'indemniser les victimes de la guerre. Il est intéressant à ce point de souligner qu'une telle position était prise avant le déclenchement des hostilités, avant même l'attentat de Sarajevo, et que, même si les relations internationales étaient compliquées à cette période, bien sûr, l'on ne pouvait tout de même pas imaginer exactement la survenue de la guerre et l'ampleur qu'elle prendrait. La prise de position de Louis Marin illustre alors bien une évolution plus profonde des idées, au-delà d'une solution imposée par la force des faits. Même si nous allons revenir sur l'état ancien des mentalités et du droit, je peux simplement ici rappeler la conception classique de la guerre, particulièrement illustrée par Rousseau au chapitre 4 du premier livre du Contrat social, comme ne devant se faire que d'État à État et seulement accidentellement envers les particuliers, alors considérés comme agents de l'État.
Si alors la guerre ne concerne pas les particuliers et ne peut pas être dirigée à leur encontre, et c'est très très favorable évidemment, alors inversement, ils ne peuvent pas se prévaloir de la guerre pour obtenir de l'État réparation des dommages collatéraux qu'ils ont subis, et c'est déjà beaucoup moins favorable. Il y a une totale absence de lien juridique entre guerre, État et particulier. La position, on le voit, tout à fait différente de Louis Marin, que l'on peut rattacher aux conservateurs et adeptes de la doctrine sociale de l'Église, est dédoublée par celle du président du Conseil socialiste modéré, René Viviani, qui, le 22 décembre 1914, tirant l'enseignement de 5 mois de conflit, proclame un devoir de solidarité nationale en insistant sur la reconnaissance d'un droit à indemnisation et sur le rejet express de la libéralité. Quelques jours plus tard, le 26 décembre, la loi d'adoption de 12e provisoire, si l'on veut une loi de finances rectificative, annonce en son article 12 la constitution prochaine d'une législation instauratrice d'un droit à réparation du dommage subi par la guerre. C'est tout à fait admirable, mais alors comment expliquer cette décision et notamment cette distinction revendiquée entre le droit et la libéralité, ou pour reprendre les termes de l'époque, entre le droit et le secours? Et surtout, sur quelle base juridique la fonder? Les partisans de l'instauration d'un droit à réparation vont être confrontés à l'inexistence, en l'état du droit d'alors, de bases juridiques susceptibles de parfaitement asseoir leur ambition. L'État et l'individu sinistré du fait de la guerre ne peuvent initialement se rencontrer, et ce sera l'objet de ma première partie. Il va donc falloir constituer, à l'encontre souvent des idées les mieux installées, un nouveau droit fortement empreint de conception publiciste et qui sera alors, par l'émergence de la solidarité, la concrétisation du principe de fraternité. Ce sera là l'objet de ma deuxième partie. Inexistence de base juridique, inexistence de base juridique, le premier système juridique à être exploré est celui qui, sur le plan des principes, constitue sans doute la plus notable évolution de la matière, c'est-à-dire le droit international public et l'émergence d'une réglementation, on l'a vu un peu tout à l'heure, à la guerre, réglementant de la guerre. Les 2 et 4 août 1914, les 4 premières armées de la Deutsches Heer, fortes de près d'1 million d'hommes, enfoncent les frontières françaises, belges et luxembourgeoises. Démonstration de force, violation du droit. Si la position des belligérants, et notamment pour une doctrine engagée dans ce que l'on a pu appeler la guerre du droit, tout à fait claire, et oppose dans le cadre d'une guerre juste, réalisée au nom du droit, les nations civilisées contre un agresseur barbare, il faut encore effectuer le partage des considérations politiques ou métaphysiques, des considérations proprement juridiques. Le 2 août, disais-je, l'armée allemande pénètre les territoires luxembourgeois et français. Les premiers morts de la guerre surviennent ce jour, pour la France, des douaniers et, au cours de l'incident de Joncheray, le caporal Jules Peugeot. S'agissant du jus ad bellum, du droit à la guerre, il a pu alors être soutenu que l'intervention de la force armée sans déclaration de guerre préalable constituait une violation de la Convention, dite Convention 3, de la Haye de 1907. Dès lors, il y aurait fait illicite et responsabilité de l'État allemand. Toutefois, la notification de l'état de guerre, le 3 août, satisfit à l'essentiel des apparences et cette éventuelle violation du droit international ne sera finalement pas retenue. Ce ne peut donc pas être la source d'une obligation juridique dirigée contre l'État allemand de réparer les dommages subis par les sinistrés français. Un second argument, plus décisif celui-là, traversa le conflit et servit de fondement à la stigmatisation de l'Empire allemand lors du traité de Versailles. La neutralité du royaume de Belgique, puis du Grand-Duché du Luxembourg, était affirmée par les traités de Londres, reconnus et garantis par les puissances européennes, dont le royaume de Prusse. La Convention 5 de la Haye réaffirmait cette inviolabilité. L'invasion de la Belgique, donc par le fameux plan Schlieffen, effectivement, justifia parfaitement l'entrée en guerre du Royaume-Uni et le caractère strictement défensif des opérations de l'entente. Par ailleurs, la restauration de ce qu'on a pu appeler la Poor Little Belgium devenait le moyen d'engager le débat vers une condamnation de l'Allemagne à réparer les dommages subis par les pays envahis, restauration donc nécessairement de la Belgique que la France tenta avec plus ou moins de bonheur d'étendre à ses propres dommages, défendus comme étant alors la continuité de la guerre illicite faite à la Belgique. Enfin, le jus in bello, le droit de la guerre, présentait par la Convention 4 de la Haye, une innovation intéressante en ce qu'elle permettait de rattacher à l'État
alors déclaré responsable des dommages subis par les civils du fait de ses forces militaires à l'occasion d'exactions. L'armée allemande s'étant rendue coupable de violations multiples et répétées de cette disposition, donc l'article 3 de la Convention 4, sa responsabilité pouvait être engagée. Avons-nous alors trouvé finalement le fondement adéquat de la réparation des dommages de guerre? La réponse doit être négative, puis ça arriverait bien trop tôt dans ma communication. Tous les dommages subis ne rentrent pas dans le domaine des exactions. La Convention est insusceptible de produire le moindre effet direct. Le système juridique international, qui met l'État au centre, ne permet pas d'assurer l'objectif de faire des sinistrés les titulaires d'un droit à réparation. Du reste, même si effectivement les réparations allemandes resteront au cœur de la rhétorique politique et permettra d'évacuer les préoccupations financières, sera très net dans tous les débats de la guerre sur les réparations, elles ne pourront, et on le sait avec le recul de l'application du traité de Versailles, elles ne pourront être exigées véritablement ni à la fin du conflit ni après, laissant entière ou quasiment la question de la prise en charge immédiate et certaine des dommages subis par les sinistrés. La culpabilité allemande, cette fameuse Kriegsschuldfrage de l'article 231 du traité de Versailles, ne nous permet pas d'arriver à nos fins, c'est-à-dire d'obtenir réparation effective des dommages subis par la guerre. Nous voici donc rendus au système national, obliger l'État à payer ce qui constitue l'envers et la finalité de l'octroi d'un droit subjectif à voir son dommage réparé, ne peut se faire en l'état du droit d'alors que par la mise en œuvre de la responsabilité juridique de l'État. Il faut bien convenir qu'en 1914, l'irresponsabilité de la puissance publique n'était déjà qu'une lointaine chimère et que la faute de l'État pouvait être reconnue et génératrice de responsabilité. Il apparaît toutefois délicat d'admettre que les dommages subis du fait de la guerre procédaient d'une faute commise par l'État dans l'exécution du service de la guerre. Par ailleurs, la guerre était classiquement rattachée à ces actes de souveraineté, ces actes de gouvernement, insusceptibles de recours, même en responsabilité. Si l'on n'agréait pas à cette conception, il fallait encore affronter l'argument de l'extériorité de la guerre, cas de force majeure par excellence, exonérateur de toute forme de responsabilité. La guerre est ainsi une calamité contre laquelle il convient de faire preuve de fatalisme et de l'endurer silencieusement. On ne peut donc pas obtenir réparation par la mise en œuvre de la responsabilité de l'État. Avant de totalement tourner la page de la responsabilité, il faut tout de même concéder que cette responsabilité administrative pour faute, toute fondamentale qu'elle soit historiquement, et parce qu'elle manifeste la domination d'un prisme civiliste, ne permet pas d'expliquer toutes les hypothèses de responsabilité administrative, et notamment les hypothèses relatives aux activités dangereuses, comme le sont indiscutablement les activités de la guerre. L'on peut ainsi, dans le prolongement des théories du risque industriel, trouver des cas de responsabilité sans faute, par détermination de la loi, donc dommages subis du fait des exercices de tir notamment, ou encore plus implicitement dans des affaires où était en cause la proximité d'éléments ou d'ouvrages dangereux, comme par exemple l'explosion des cuirassés Iéna et Liberté, et plus généralement des dégâts subis du fait de la poudre blanche, ou plus clairement encore dans l'affaire de l'explosion du fort de la Double Couronne, la célèbre affaire Regnault-Desrosiers. Mais alors, soit le juge va écarter la responsabilité pour force majeure, soit il va refuser, comme dans le cas Regnault-Desrosiers, de placer le débat sur le strict terrain des dommages de guerre. Il y a sans doute une sorte de responsabilité sans faute à rechercher, et nous allons voir quelle est son exacte physionomie, mais elle n'est pas encore constituée au moment des premiers débats qui nous occupent. Finalement, la perception de la guerre comme calamité rejoint les habitudes encore sensibles à l'époque quant à la responsabilité, cette fois au sens moral, au sens de l'économie politique, la responsabilité personnelle des individus. Les idées libérales au XIXe siècle conduisent à repenser les vieux rapports de la société à la charité et mettent en avant les inconvénients qu'il peut y avoir à institutionnaliser l'assistance. Turgot avait déjà mis en garde, dans l'entrée qu'il consacre aux fondations dans l'encyclopédie, contre la bienfaisance contre-productive qui crée des pauvres au lieu de supprimer la pauvreté. Parallèlement, à la suite de Locke et de son rapport sur les pauvres, les auteurs du XIXe vont insister, dans une perspective hygiéniste, sur l'idée que la pauvreté raisonnable est une conséquence naturelle de l'organisation économique spontanée et que c'est très bien comme ça.
La misère est la manifestation alors d'une dégénérescence morale menaçant la stabilité sociale, et ainsi la misère du miséreux est la marque de sa faute propre. Ainsi, la société n'a aucun devoir vis-à-vis de ses composantes les moins favorisées. L'idée est alors que les rapports juridiques qui nouent la société ne peuvent être qu'équilibrés et individualisés. Assumer l'indigence serait pour l'État assumer une dépense supplémentaire dont il faudrait bien rendre raison par l'impôt, ce qui revient en dernière analyse à obliger le contribuable à payer pour la misère, à l'obliger à la charité. Or, dans cette perspective, celle de l'assistance publique organisée comme un droit, l'indigent a droit à recevoir son dû et le contribuable a obligation de payer. Il n'obtient nulle contrepartie immédiate de son geste, ce qui n'est pas facilement admissible pour l'époque. Il n'en faut pas pour autant déduire une totale insensibilité libérale à la souffrance. Bien au contraire, et à rebours peut-être de certains développements les plus récents, les plus extrêmes du libéralisme économique, le libéral du XIXe siècle est aussi, et peut-être avant tout, un moraliste. Il fustige l'imprévoyance de l'indigent, mais il exhorte l'individu à la générosité. Parallèlement au droit, dont les rapports doivent rester strictement mesurés, la société est tissée de rapports d'homme à homme, d'empathie, d'amour, de bienveillance. Il est assez frappant de lire, très fréquemment, sous la plume des auteurs de l'époque, toute une rhétorique des sentiments, tout à fait étonnante pour le lecteur contemporain, plus habitué à une pudeur, peut-être à une froideur quant aux élans sentimentaux. Mais ces rapports d'empathie ne peuvent être dirigés que vers la famille, même élargie aux dimensions de la paroisse, jadis, puis de la commune ensuite, mais en aucun cas ne peut fonder une mystérieuse solidarité nationale, bien trop indirecte et abstraite. Qu'en est-il alors de la traduction politique de ces idées ? La révolution industrielle bouleverse quelque peu cet ordonnancement moral, et les institutions républicaines, en 1848, doivent se saisir de la crise économique qui a largement contribué au renversement des régimes précédents. Le parti de l'ordre, qui remporte les élections, doit conjurer la menace socialiste, tout en répondant néanmoins aux préoccupations populaires. La Constitution de 1848 figure les antagonismes existants. Le préambule, 8e paragraphe, énonce que la République doit protéger le citoyen, notamment dans sa propriété, mais également par une assistance fraternelle, assurer, à défaut de la famille, l'existence du nécessiteux en donnant des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. La fraternité, notion révolutionnaire si problématique, connaît alors ici une concrétisation. La figure de Joseph-Marie de Gérando, bien connu en ces murs pour son rôle de conseiller d'État et de premier titulaire de la chaire de droit administratif à la faculté de Paris, un peu moins peut-être pour son œuvre de philosophe et de sociologue, est intéressante pour saisir les limites de l'intervention publique en matière d'indigence. Gérando reconnaît la souffrance des misérables et admet qu'elle ne peut plus seulement être imputée à leur imprévoyance, mais qu'elle est sans aucun doute aussi la conséquence néfaste des progrès de la liberté. Il existe un contrat tacite liant l'ensemble des individus en leur qualité de membres de la société. Est alors effectué un intéressant parallèle à la responsabilité de l'État. Le pauvre, et je cite Gérando, s'il a le droit à être indemnisé des dommages que lui font éprouver les fautes du pouvoir, a droit aussi à être indemnisé des torts qui résultent pour lui des améliorations qu'obtiennent les institutions sociales. Ce n'est pas encore l'égalité devant les charges publiques dans les termes, mais déjà un peu, quelque part, dans l'idée. Le droit échoue toutefois à s'extraire du paradoxe de la concrétisation. Il demeure, donc le droit à être indemnisé ou être secouru. Il demeure encore assez largement moral, indéterminé et encore largement inopposable à l'État. Quelles conséquences tirer de ces considérations sur notre sujet ? En 1871, et cela a été très bien dit, suite à la guerre franco-prussienne, une proposition de loi, telle que défendue par son rapporteur, Albert Grévy, défend le principe d'un droit à réparation des dommages causés par la guerre. Les arguments présentent alors l'intérêt d'annoncer très exactement les positions du débat existant lors de la Grande Guerre. Le principe de solidarité nationale est dégagé de la devise républicaine, et plus particulièrement de la fraternité. L'unité de la nation impose cette solidarité. Le pays doit être déclaré responsable des dommages subis par les individus du fait de la guerre menée contre l'État. Toutefois, certains députés, comme Joseph Michel, alertent des implications contre-intuitives de la solidarité qui s'avèrent périlleuses, encore une fois, d'où le titre de ma contribution, en ce qu'elle brise, outre les principes juridiques les mieux établis, la ligne de partage libérale entre État et société civile. Ces considérations, associées à l'opposition personnelle d'Adolphe Thiers, condamnent la perspective d'un droit à réparation
et la loi du 6 septembre 1871 n'octroie, mais octroie tout de même, est assez considérable, secours à la population. Voilà alors l'état du droit en 1914. Ni le droit international, ni la responsabilité de l'État exactement, même sans faute, ni même les précédents législatifs ne permettent d'espérer totalement l'obtention d'un droit subjectif à réparation intégrale des sinistres causés par la guerre. Deuxième partie, qui sera un peu plus brève, ici diminuée des considérations sur le solidarisme, la constitution d'un droit nouveau. Si le consensus politique est manifeste, quant à l'octroi de larges réparations, c'est bien la doctrine qui se charge d'animer le débat intellectuel et de dégager les fondements d'une révolution juridique. Le Comité national d'action pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre et la figure du doyen de Paris, Ferdinand Larnaud, par ailleurs collaborateur et ami de Léon Bourgeois jusqu'à la fin de la guerre, incarne tout particulièrement l'effort entrepris et constitue l'une des principales voies d'arraisonnement du système. Il faut bien admettre, en passant, que ce n'est pas seulement un magnifique mouvement de l'âme française, comme le disait Larnaud, qui entraîne le quasi-unanimisme dont semblent saisis les orateurs, mais sans doute également les considérations de l'intérêt bien compris des sinistrés, notamment industriels, qui poussent à ces dernières extrémités l'antagonisme philosophique de l'interventionnisme et des droits individuels. Face à l'aporie de la responsabilité et à l'insuffisance du recours au concept du droit civil, la doctrine va s'efforcer de fonder la réparation sur des arguments de strict droit public. La guerre, dans cette perspective, démontre particulièrement la singularité des actes de puissance publique et contribue à dégager au prisme des circonstances exceptionnelles une supralégalité destinée à assurer la continuité de l'État. Mon sujet de thèse. La mobilisation de l'arsenal du droit public fait tout d'abord émerger le concept d'égalité devant les charges publiques. La considération de la spécificité d'une activité administrative motivée par la satisfaction de l'intérêt général et mettant en branle des forces que l'application la plus scrupuleuse de la prudence incombant au bon père de famille ne permet de totalement contrôler justifie la survenance de dommages collatéraux que l'on ne peut toutefois laisser à la charge de ceux qui en sont victimes. La réflexion autour de l'égalité est principalement menée par Gaston Gèze, qui demeure toutefois extérieur au Comité national. Selon ses propres termes, dans la guerre présente, les Français sont tous appelés à réaliser, cumulativement ou alternativement, le sacrifice de leurs biens ou de leur sang pour, je cite, « défendre et conserver le bien suprême des peuples civilisés, l'indépendance de la patrie ». Toutefois, à l'heure de la Grande Guerre, c'est-à-dire avant la décision Cuiteas, l'invocation du principe d'égalité devant les charges publiques apparaît encore nébuleux. Le dommage de guerre peut, à la rigueur, en regard du service public de la guerre, être considéré comme anormal, mais la condition de spécialité, si nécessaire dans le cadre de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité, fait assurément défaut quand les dévastations s'étendent à l'échelle nationale. C'est alors donc Raymond Carène-Malberg qui va ramener le débat à ses justes proportions. Le droit à réparation intégrale est le produit de la volonté du législateur, indépendamment des théories déjà mises en place. Ce qui est recherché par les auteurs, c'est bien la solidarité, concrétisant le principe de fraternité. Simplement, la doctrine se retrouve face à une difficulté. L'argument de la solidarité paraît être le plus efficace pour justifier une obligation d'indemnisation pour l'État, mais c'est un argument dangereux dont se saisissent, on l'a vu, aussi bien les catholiques sociaux que les socialistes modérés ou collectivistes, ou encore les solidaristes du Parti radical. Il est, une fois les accords de base sur la constitution d'une communauté nationale, qui n'allait pas de soi et qui constitue une belle avancée, il est donc possible de faire tout dire à la solidarité. La solidarité peut être interprétée dans un sens individualiste et conforme à l'équation de la liberté et de la propriété. C'est la lecture la plus proche de la mécanique de la responsabilité. Parce qu'il y a communauté nationale, il ne peut être question qu'une part des nationaux perdent leur propriété. La solidarité organise donc un droit nouveau qui vient restaurer ce droit originaire de la propriété, c'est ce que disait Larnaud. Mais il peut y avoir aussi un autre sens d'une plus grande violence à l'égard de la propriété et bien plus susceptible de servir les intérêts du Trésor. La réparation ne peut être parfaitement intégrale, il peut y avoir une dimension sacrificielle. Et je songe particulièrement à léger article consacré par Maurice Soriot dans le cadre du Comité national d'action qui, justement, soulignait cette dimension
pour lui nécessairement sacrificielle de la réparation. Quelques propos terminaux sur cette question au travers de problèmes du remploi. L'interprétation socialisante du droit à réparation comme rattaché à un droit social, qui était la grande hantise du Comité national, faisait de la réparation un droit adressé non aux sinistrés, mais réflexivement à la nation elle-même. Elle tient compte non de la propriété, mais directement de la solidarité qui matérialise des intérêts nationaux comme le relèvement économique du pays. Ainsi, l'industriel n'est pas seulement un propriétaire sinistré. Il a également une fonction sociale qui consiste à accroître la richesse nationale et locale, notamment par l'emploi de la main-d'œuvre ouvrière. L'État, en indemnisant, vise à restaurer les conditions de possibilité de cette fonction sociale. Le droit à réparation est alors finalisé, exercé et généré par l'État en vue d'un but national, la reconstruction. Alors, on sait qu'effectivement, la loi de 1919 ne va pas retenir cette interprétation extrêmement stricte ou extrêmement publiciste ou extrêmement sociale du remploi. Notamment l'influence du Sénat et du Comité national d'action vont réussir à faire du remploi un remploi facultatif, mais néanmoins, on saisit bien là, effectivement, la dimension assez nouvelle de cette législation. Je vous remercie.